Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, la fin du 39e sommet de l'Union africaine. Un sommet monopolisé par les crises qui touchent le continent. La création d'une plateforme commune de 18 pays sur les questions de sécurité a également été annoncée. Le compte-rendu en début d'édition. Le Maroc a décrété l'état de catastrophe naturelle dans 4 provinces après des inondations monstres. Près de 300 millions d'euros ont été débloqués pour venir en aide aux sinistrés. Parmi eux, les agriculteurs qui ont vu leurs terres dévastées. Vous le verrez dans un reportage. Enfin, de plus en plus d'écoles sud-africaines ont instauré l'interdiction des téléphones portables. En cause, les troubles du déficit de l'attention qui n'ont fait qu'augmenter ces 5 dernières années. Une mesure appliquée au lycée de Camp Bay au Cap où se sont rendus nos correspondants. Clap de fin du 39e sommet de l'Union africaine. Durant les 2 jours, ce sont les principales crises en cours dans le continent qui ont monopolisé les discussions des chefs d'État. À noter également la passation de pouvoir à la tête de l'organisation, désormais présidée par le Burundais Évariste Ndayishimiye. Le bilan avec notre correspondant à Addis, Tom Canetti. Sans surprise, malgré le programme, la thématique sécuritaire a dominé les débats. Le commissaire du Conseil de paix et de sécurité a appelé à un cessez-le-feu immédiat au Soudan et dans l'est de la RDC. Il a indiqué d'avoir rencontré ce week-end le président de la RDC, Félix Tshisekedi, pour organiser un dialogue intercongolais avec l'objectif de taire les armes. Notre objectif est de travailler avec la communauté internationale en nous appuyant sur notre principe de faire taire les armes définitivement dans l'est de la République démocratique du Congo et en même temps de promouvoir une paix durable fondée sur une médiation menée par l'Union africaine. Les conflits en cours sur le continent continuent d'aggraver les crises humanitaires. Alors dimanche, les dirigeants ont promis d'aider les pays qui reçoivent le plus de réfugiés. Aujourd'hui, au sommet, l'État membre a décidé de renforcer l'assistance pour l'État voisin de Soudan et aussi les RDC pour faciliter l'assistance pour le migrant et les réfugiés. Mais aucun chiffre n'a été avancé concernant ce renforcement de l'aide. Ces infos devraient être annoncées à la conférence internationale sur les migrations qui se tiendra en Égypte en juin. Autre titre de ce journal, le Maroc, où les inondations ont fait de gros dégâts matériels et humains. Plus de 110 000 hectares ont été inondés et près de 190 000 personnes ont été évacuées. Rabat annonce débloquer près de 300 millions d'euros pour soutenir les populations et de ces zones et notamment les agriculteurs qui ont vu leurs terres complètement détruites. Des images commentées par Clémence Valère. Pataugeant dans l'eau, Mohamed Rewani inspecte ses terres submergées. Comme beaucoup d'autres agriculteurs de son village et dans la région de Kénitra, il a perdu toutes ses récoltes après 1 mois de précipitations inédites. Les apports hydriques du pays ont atteint presque 9 milliards de mètres cubes, soit presque la totalité des 2 dernières années cumulées. Comme vous pouvez le voir, nos terres ont subi d'importantes pertes à cause des inondations. Personnellement, mes terres ont été totalement endommagées et je ne suis pas le seul à avoir subi ces pertes. Toute la population d'Oulad Slama est touchée. Non loin de là, des éleveurs et leur bétail ont trouvé refuge dans les montagnes, évacués par les autorités. Mais, si pour le moment leurs bêtes sont en lieu sûr, ces derniers disent ne rien avoir pour les nourrir sur le long terme. Les cultures que nous faisions pour nourrir notre bétail sont parties avec l'inondation. Nous n'avons plus rien. Les autorités nous ont donné une quantité d'orge. Elle est ici et nous pouvons nous débrouiller avec. Mais le problème, c'est le retour au village. Quand nous y retournerons, nous n'aurons rien à donner au bétail. Et ce bétail est notre seule source de revenus. L'agriculture est un secteur majeur au Maroc qui représente 12% du PIB et près d'un tiers des emplois. Selon les autorités, plus de 110 000 hectares dans 4 provinces ont été submergés, poussant le gouvernement à déclarer l'état d'urgence le 12 février. Un fonds de près de 300 millions d'euros sera débloqué, dont 30 millions en aide directe aux agriculteurs et éleveurs.
Le reste sera utilisé pour l'aide d'urgence, la réhabilitation des infrastructures ou rénovation de logements et commerces, selon Rabat. En République centrafricaine, la Cour pénale spéciale, une juridiction hybride composée de juges nationaux et internationaux, est menacée de disparaître en 2026. Un scénario qui priverait potentiellement des milliers de victimes d'une justice et des réparations. Les explications avec nos correspondants à Bangui, Cyril Jefferson Yapende et Jospin Bissi. Cette juridiction constitue l'un des piliers de la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. À ce jour, elle mène 15 enquêtes et tient 3 procès, offrant une perspective de justice à des milliers de victimes de crimes graves en Centrafrique. Face à cette situation, le coordonnateur national des associations de victimes de Centrafrique ne cache pas son indignation. S'il s'avère que c'est vrai, cette décision, mais nous allons nous tourner vers le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est notre premier partenaire. Nous allons nous trouver vers le gouvernement pour nous trouver des solutions. Les victimes sont très mécontents. Et ils attendent pour que ce procès ait lieu, pour apaiser le cœur, pour qu'il y ait indemnisation, réparation et la réconciliation. Pour les partenaires, nous leur demandons vraiment l'indulgence, de voir nos souffrances, de voir la souffrance des victimes centrafricaines. Cette alerte intervient dans un contexte marqué par le retrait des financements majeurs qui a déjà contraint cette Cour à réduire ses effectifs d'environ 25%. Pour l'heure, seules quelques contributions ont été confirmées pour 2026, notamment celle de l'Union européenne. En bref, et dans le reste de l'actualité africaine, cette attaque d'hommes armés samedi à Titao, dans le nord du Burkina Faso. Les assaillants ont détruit le camp militaire de la ville, des antennes téléphoniques ainsi que des commerces. Titao est situé à une 50aine de kilomètres de la ville de Waïgouya. Pour le moment, aucune déclaration ni de bilan de la part des autorités burkinabées. Une bonne nouvelle au Nigeria où l'on a appris la libération de 9 enfants enlevés lors de l'attaque d'une église de l'État de Benue, c'était dimanche dernier. Les circonstances de leur libération n'ont pas été dévoilées. Selon Amnesty International, plus de 6800 personnes ont été tuées dans l'État du Benue au cours des 2 dernières années. Enfin, le réchauffement des relations diplomatiques entre le Niger et l'Algérie se poursuit. Après le retour à leur poste des ambassadeurs des 2 pays respectifs, le général Abdourahmane Chani est arrivé ce dimanche en Algérie pour une visite de 2 jours. Il a été accueilli à l'aéroport par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Le général Chani était accompagné d'une délégation comprenant notamment son ministre de la Défense, Salifou Modi. On s'arrête en Afrique du Sud où la rentrée des classes a eu lieu en janvier car le calendrier scolaire est basé sur l'année civile comme dans le reste de l'hémisphère sud. Sur place, de plus en plus d'établissements s'orientent vers l'interdiction des téléphones portables à l'école, comme c'est le cas au lycée de Camp Bay, au Cap. Reportage de nos correspondants Caroline Dumais, Eunice Masson et Stéphane Carten. Au cœur du Cap, un lycée impose cette année de nouvelles règles. De la sonnerie du matin à celle du soir, tous les élèves doivent mettre leur téléphone portable dans leur casier. Si les plus jeunes prennent la consigne comme une punition, les lycéens les plus âgés voient déjà la différence. Je pense que l'environnement de travail et l'environnement social ont évolué. Par exemple, j'ai vu des personnes qui ne parlaient jamais auparavant, maintenant elles parlent réellement entre elles. Et pour le travail, les élèves écoutent en classe, il n'y a plus de distraction, ils se concentrent. Beaucoup de personnes sont plus concentrées, plus impliquées en classe, posent davantage de questions. Ils participent plus activement de manière générale. Le conseiller d'éducation a pris cette décision après avoir enquêté sur les troubles du déficit de l'attention qui n'ont fait qu'augmenter ces 5 dernières années. Même si votre téléphone est dans votre poche, quand il sonne ou vibre, cela vous détourne de ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer. Cela divise votre capacité d'attention. Je vois des enseignants qui sont vraiment très enthousiastes. Ils applaudissaient lorsque nous avons annoncé la mise en place de périodes sans téléphone. Le principal de ce lycée de 800 élèves qui s'attendait à une levée de bouclier a lui aussi été surpris. Je pensais que ma boîte mail allait exploser, se remplir d'emails de parents qui disaient « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Mais pas un seul. Ce sont aujourd'hui les parents d'élèves qui poussent à généraliser cette interdiction.
Pour cet activiste, l'objectif est que le ministère de l'Éducation rende cette mesure obligatoire. Pour y parvenir, il faut que toutes les écoles soient sur la même longueur d'onde. C'est un objectif énorme. Il y en a 67 000 environ pour l'instant. La route est encore longue. Pour l'instant, moins de 400 écoles sud-africaines ont adopté cette mesure. Alors on termine avec le Festival des pêcheurs d'Argungu au Nigeria, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'événement a fait son retour samedi après 6 ans d'interruption due à la crise sécuritaire que connaît l'État de Kebbi. Le festival s'est déroulé sous les yeux du président nigérian Bola Tinubu qui a fait le déplacement. Clémence Valère. Agrippant des calebasses et leurs filets, des milliers de pêcheurs se jettent dans la rivière Matanfada. Chacun espère ressortir des eaux avec le plus gros poisson et devenir le champion du festival d'Argungu. Cette année, il y avait plus de monde que la dernière fois et nous avons pêché 2 fois plus de poissons que lors du dernier événement. Le festival a réuni des milliers de spectateurs venus des 4 coins du Nigeria et du continent. Inauguré en 1934 pour marquer la fin d'un siècle d'hostilité entre les Argungu et la communauté Sokoto, le festival a très vite pris de l'ampleur et gagné en popularité. Après 6 ans d'absence à cause de la pandémie du Covid-19, un manque de financement et de l'insécurité dans l'état du Kebbi, le retour de cet événement culturel est salué par les habitants et les autorités de la région. Le festival de pêche d'Argungu est très important, mais pas seulement pour Kebbi. Les États de Kebbi, Zamfara, Sokoto, Adamawa et Borno viennent tous ici pour pêcher. Le festival est à la hauteur de toute cette excitation. C'est amusant, captivant et divertissant aussi. Parmi les invités de marque, le président nigérian Bola Tinubu, venu donner le coup d'envoi du concours de pêche, le point d'orgue du festival. À l'extérieur de l'arène, située au bord de la rivière, des chants et des battements de tambours, symboles des traditions qui ont fait d'Argungu une attraction touristique mondiale inscrite en 2016 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.